matinale. Et Louis Dauphren, pour l'heure qui vient, place au débat du jour. Oui, peu de mots sont aussi ambivalents que celui de laïcité. C'est le 120e anniversaire de la loi de 1905 et ce mot ne figure même pas dans la loi, figurez-vous. Mais on en parle tout le temps. On va essayer d'être un petit peu au clair sur les intentions de ce mot, ce qu'il dit exactement. On va le voir avec nos deux débatteurs qui sont réunis jusqu'à 10h. Et puis Pierre-Hugues, on se retrouve à partir de demain 6h30. Demain matin, rendez-vous à 6h30. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. C'est effectivement un sujet unique qui nous rassemble ce matin. Où en est la laïcité 120 ans après la loi de 1905, un principe inscrit dans la Constitution depuis plus d'un siècle qui continue aussi de susciter beaucoup de passion, de commentaires, chacun faisant sa lecture de ce concept devenu finalement très politique. À voir ce qu'il veut dire, la manière aussi dont on peut l'analyser, dont il doit peut-être évoluer si jamais c'est le cas, la manière dont certains aussi veulent l'inscrire dans notre devise. C'est le cas du Parti radical de gauche qui préconise de mettre la laïcité, d'ajouter ce mot à la devise républicaine que l'on connaît déjà. Voir si c'est une bonne idée pertinente ou pas parmi les sujets qu'on abordera donc ce matin. Ce matin, en présence de Stéphane Vernet, éditorialiste à Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et j'ai l'honneur d'accueillir Pierre Manant, normalien, agrégé de philosophie, philosophe politologue, ancien directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, membre fondateur de la revue Commentaire. Bonjour Pierre Manant. Bonjour Louis Dauphren. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On va pouvoir profiter aussi de vos lumières sur cette question. Vous avez publié Pascal et la proposition chrétienne chez Grasset, votre dernier opus. Vous avez beaucoup participé au renouveau de la pensée politique en France, spécialiste de la démocratie moderne, des États-nations de l'Europe et de l'héritage chrétien également. Je vais commencer avec vous, Stéphane Vernet, sur cette question de laïcité. Ce mot est un petit peu polysémique. La loi de séparation des églises et de l'État, donc promulguée le 9 décembre 1905, est un texte fondateur, mais certains disent qu'il y a autant de définitions de la laïcité qu'il y a de philosophie politique. Comment abordez-vous cette question, Stéphane Vernet ? Écoutez, moi, il me semble que les choses étaient très claires au début, en 1905. L'idée, c'était de séparer, d'obtenir une séparation claire entre l'Église et l'État. Et puis, force est de constater qu'effectivement, le concept, la notion de laïcité a évolué. Il y a peut-être eu plusieurs périodes. On a un entretien avec Philippe Portier, politologue et historien ce matin dans Ouest France, en fait, qui distingue trois étapes. Il parle d'abord d'une laïcité de séparation, donc au tout début, entre 1905 et en gros les années 60. Après, il parle d'une laïcité de reconnaissance entre les années 60 et les années 90, en disant que c'est la période où l'État se rapproche des cultes, ouvre la voie notamment à la possibilité de financement public d'activités religieuses, ce qui n'était pas du tout le cas au départ. Et puis, il distingue une troisième personne, une troisième période, à partir des années 2000, en disant en fait, le débat public au sujet de l'islam fait émerger une autre forme de laïcité plus sécuritaire, appuyée sur des dispositifs inédits de surveillance, qui consistent aussi à regarder un peu dans le détail ce que font les cultes, leur financement, et notamment l'islam, et qui du coup a fait évoluer la notion et le concept. En tout cas, on l'aborde plus de la même manière aujourd'hui qu'il y a quelques années. Donc laïcité de séparation, de reconnaissance et laïcité sécuritaire, selon une chronologie ainsi esquissée par Stéphane Vernet via Philippe Portier dans Ouest France. Votre analyse également de ce point de vue, Pierre Manant, est-ce que ça rejoint votre vision chronologique des choses ? Certainement, il y a une histoire de la laïcité, une histoire de notre pays dans son rapport à la laïcité, mais je crois qu'il faut quand même cadrer la notion. Vous dites concept très politique, oui, bien sûr, c'est même un concept fondamentalement politique. Alors, séparation de quoi ? Séparation des églises et de l'État, c'est la définition originelle. Séparation du politique et du religieux. La République ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Donc, c'est une affaire, ça concerne d'abord l'État, ça concerne d'abord l'institution politique. L'État ne commande pas à la communauté religieuse, la communauté religieuse ne commande pas à l'État. Donc ça, c'est le point fondamental, définitoire en quelque sorte, de la laïcité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la société ? Parce que, évidemment, si l'État est séparé de l'organisation religieuse et l'organisation religieuse séparée de l'État, la société, elle, abrite les associations religieuses, qu'une soit dominante ou pas. Donc, est-ce que la société peut continuer à être religieuse alors que l'État est neutre ? Oui, bien sûr, la société est encore
religieusement répartis, distribués en groupes divers, dont certains n'ont aucune religion d'ailleurs. Bon, donc, mais là, il y a une difficulté parce que qu'est-ce qu'est la vie sociale en rapport avec la religion? La question principale est celle de l'éducation. Donc, la laïcité s'est construite sur l'idée l'institution politique commande et l'Église, c'était principalement l'Église catholique, et les églises, les associations religieuses instruisent. Le politique a le droit de commander, et c'est le seul qui a le droit de commander, la seule institution qui a le droit de commander. D'autre part, l'association religieuse a le droit d'enseigner. Mais, comme vous savez, les batailles de la laïcité se sont faites autour de l'enseignement. Parce qu'évidemment, l'enseignement est un pouvoir d'influence. L'éducation est un pouvoir d'influence. Et qui influence la société a quelque pouvoir aussi sur l'ordre politique. Donc, on voit bien que la question est compliquée. Donc, inséparable de l'école, donc. Je crois qu'il faut maintenir deux choses. D'une part, le fait que la laïcité est principalement une question de commandement politique. C'est ça le cœur. Donc, l'État ne commande pas la religion et la religion ne commande pas l'État. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec l'éducation? Il est évident que l'éducation est un pouvoir d'influence, mais que d'autre part, si l'on accepte qu'il y ait des religions dans notre pays, il faut bien que les associations religieuses aient le droit d'enseigner leur religion, d'enseigner leur doctrine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France? En France, le résultat net de la laïcité, d'une certaine façon, par rapport à la société, c'est que, disons que quelqu'un qui n'était nullement chrétien, nullement catholique, a eu accès à la suite de toutes les réformes de la laïcité à un parcours d'éducation complet. Donc, en ce sens, la société a été libérée d'une emprise devenue ou jugée trop forte de l'institution catholique. Mais l'institution catholique a gardé le droit d'être elle-même dans sa constitution spirituelle et aussi un certain droit d'enseigner ce qui lui est propre. C'est un équilibre difficile. L'équilibre a été finalement trouvé. Et l'historique qu'a rapporté M. Vernet me paraît tout à fait assez pertinent. Mais donc, il y a bien une histoire, mais il y a eu un équilibre qui a été trouvé et qui, aujourd'hui, semble en voie d'être perdu. Mais en voie d'être perdu? Oui, parce que... Enfin... oui, allez-y, Pierre Manant. D'abord, parce que les religions dont il s'agit sont différentes. Enfin, il y a maintenant un autre entrant de grande importance dans la société civile. Et d'autre part, l'État laïque a changé aussi. La République laïque, ou du moins aujourd'hui, tend à, étendre sa revendication. L'État commande, mais il prétend instruire aussi. Si l'État est aujourd'hui l'organe des valeurs, comme l'on dit, alors l'État se transforme en institution enseignante. Il y a une sorte de monothéisme des valeurs, diriez-vous? Il y a une tentation de l'État, qui n'est plus très capable de commander entre nous, mais de devenir un enseignant en dernière instance des valeurs de la société. Et je pense que ce n'est pas son rôle, il le fait mal, mais une des conséquences, c'est qu'il ne sait plus du tout comment se rapporter aux religions, qu'il veut finalement expulser de l'espace public. Stéphane Vernet, cet hégémonisme de l'État, vous l'appréciez de quelle façon? En fait, effectivement, je pense qu'il y a une problématique qui est très claire et qui se développe aujourd'hui. D'abord, je vous rappelle que le principe de laïcité il est inscrit dans l'article 1er de la Constitution de 1958, donc ce qui n'est pas rien. C'est la base de tout. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Donc laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Ça, c'est le principe, c'est la base. Mais effectivement, aujourd'hui, si vous voulez, la problématique qui a été très bien décrite par Pierre Manant, du fait que le principe de laïcité a évolué, que l'État, en fait, régule l'éducation. Et en fait, aujourd'hui, si vous voulez, on a une... comment dire ? Il existe des tensions ou des problématiques qui s'est développée, qui est liée notamment au prosélytisme d'un certain nombre de religions, et particulièrement du côté de l'islam et de la religion musulmane, et qui fait qu'en réaction, on a un État aussi qui prétend utiliser le concept de laïcité pour défendre et promouvoir les valeurs dites de la République. Moi, je ne crois pas que ce soit
le principe de base de la laïcité tel qu'il a été énoncé en 1905, ni celui de l'article 1er de la Constitution de 1958. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il y a une espèce de bras de fer. C'est-à-dire qu'on utilise ce principe pour réguler, en fait, par exemple, le port de signes distinctifs dans l'espace public, ce qui pose un problème. C'est-à-dire que si la neutralité s'impose à tous les agents de l'État et dans les espaces où l'État est incarné et rend un service public, je veux dire, la problématique du port du voile dans l'espace public. Ou du burkini sur les plages, par exemple. En fait, si vous voulez, si on a une lecture, alors peut-être que je me trompe, mais si on a une lecture littérale de ce qu'est le principe de laïcité au départ et à l'origine, on ne devrait pas se poser ce type de questions. Or, on ne cesse de se les poser, et ça devient en fait un point de cristallisation ou d'affrontement qui fait qu'en fait, plus on en parle et plus on s'oppose autour de ces thématiques-là, plus on les fait monter. Ce qui est assez paradoxal. En fait, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, oui, mais... Ça veut dire qu'en fait, on dévoie ce principe de laïcité dans un espace où normalement il ne devrait pas réguler les comportements. Alors, s'il ne concerne que les agents de l'État, il ne doit pas normalement s'appliquer aux vêtements, par exemple, dans l'espace public. C'est la lecture que je fais du principe de laïcité. Mais je ne prétends pas avoir une bonne lecture parce que le problème du principe de laïcité, là je m'adresse à Pierre Manant, mais je pense que c'est un principe qui est évolutif et qui en fait s'est transformé au fur et à mesure du temps et la façon dont on le voit, dont on l'aborde et dont on l'utilise. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est assez loin dans un certain nombre de polémiques ou de problématiques. On est assez loin de ce qui, moi, me paraissait être l'origine du terme, qui assure la liberté de conscience à chaque citoyen et citoyenne de ce pays, l'exercice de sa religion, et qui n'est pas censé être un outil au service de restrictions ou de limitations, notamment dans l'espace public. Pas d'interventionnisme, en fait. L'interventionnisme dans l'espace public, ça serait outrepasser la laïcité d'origine, ainsi que nous le dit Stéphane Vernet. C'est votre avis, Pierre Manant ? Je pense que la laïcité se trouve devant un problème inédit. L'équilibre trouvé a été bousculé par l'irruption d'une nouvelle religion qui amène avec elle une forme de vie. Et là, nous avons de la peine à discuter cette nouvelle situation. On voit bien que pour une part, cette radicalisation de la République ou des valeurs de la République, pour une part, a été une réaction à cette nouvelle situation, puisqu'on ne sait pas comment se rapporter dans le débat public, dans son débat public apaisé, comme l'on dit, à cette question. Alors, on tente à opposer une sorte d'interdiction générale de présence religieuse dans l'espace public. Moi, j'ai plaidé il y a quelques années, je me suis fait un peu incendier de tous côtés, pour une discussion discriminante entre les différentes façons de s'exprimer dans l'espace public. Je pense que, par exemple, que la loi de 2004, qui interdit les signes religieux dans les lycées et collèges, est une loi judicieuse. Elle a eu de bons effets. J'avoue que j'étais un peu sceptique au départ. Elle a eu clairement de bons effets. Et finalement, oui, c'était une bonne idée d'interdire les signes religieux. Mais par ailleurs, j'ai eu la faiblesse de dire que si certains souhaitent que les garçons et les filles à 12 ans, mettons, 12 ans, 13 ans, 14 ans, aillent à la piscine à des heures différentes, si les parents le souhaitent, ça ne me scandalisait pas. Et je sais que ça scandalise beaucoup de mes amis qui ne me pardonnent pas d'avoir... Oui, vous avez des retours là-dessus. D'avoir proposé cette division, en quelque sorte, du calendrier. Moi, ça me gênait d'autant moins que, si je me souviens, j'étais dans une école uniquement de garçons. Quand j'avais 12 ans, je n'aurais pas tellement apprécié d'être à la piscine avec des filles. Ça m'aurait beaucoup intimidé. Donc, je n'avais pas le sentiment d'avancer quelque chose d'attentatoire aux valeurs de la République, mais manifestement, si. Pour beaucoup, c'est la mixité constante à tous les âges est devenue un principe. Là, je pense que il faut quand même être capable de délibérer des paramètres de la vie collective, n'est-ce pas ? C'est trop simple de dire
on efface tous les signes. Alors le résultat, c'est qu'on efface aussi évidemment tous les signes de présence chrétienne. Alors on est très soucieux de déplacer de 15 mètres la statue de Saint-Michel-Archange. C'est insensé. On interdit la moindre crèche au nom de la neutralisation de l'espace public. Non, écoutez, il faut vivre avec les composantes de la vie sociale telles qu'elles sont. Il y a des principes à respecter, il faut les faire respecter. Il y a des choses qui sont interdites. La polygamie est interdite. Le voile qui masque le visage est interdit. Ce sont des choses qu'il importe de faire respecter. Par ailleurs, il y a des changements dans la vie sociale dont il faut tenir compte. Mais si vous ne neutralisez pas l'espace public, par exemple, si on prend les horaires de piscine, si vous ne neutralisez pas, vous n'entrez pas dans une logique un peu d'engrenage qui consiste en fait à concéder à une revendication religieuse une manière d'organiser la vie sociale. Oui, dans une certaine mesure, c'est le cas. C'est le cas. Mais comment dire il y a, je souligne souvent, il y a une grande différence dans les conditions de production de la laïcité en 1905 ou toute cette période et aujourd'hui. Parce que la laïcité originelle, elle est née de la vie intime de la nation française dans toute son histoire. Parce que l'Église catholique avait été, en quelque sorte, une des matrices de la vie collective. Et à partir d'une certaine date, il était devenu indispensable de tenir compte des nouvelles circonstances et de séparer le commandement politique et le commandement religieux. Ça s'est fait d'ailleurs dans des conditions assez brutales. La République n'a pas été tellement libérale, n'est-ce pas ? L'expulsion des congrégations a été un acte d'une extrême violence. Les inventaires, etc. Bon, mais enfin, ça a pris 10 ans, enfin 20 ans, 1905-1924, pour que l'on parvienne à un équilibre avec les associations diocésaines. Mais comment dire, on sait ce qui s'est passé. Ça a été un aménagement d'une nation traditionnellement chrétienne. Voilà. Et c'est sorti d'un travail sur les principes de cette société. Aujourd'hui, avec l'islam, il se passe quelque chose de tout à fait différent, n'est-ce pas ? C'est la rencontre de deux civilisations, d'une certaine façon, de deux grands ensembles humains qui se rencontrent d'une façon tout à fait inédite. Parce que, bon, je laisse de côté l'époque où c'était en quelque sorte une sorte de guerre permanente entre chrétienté et islam, mais avant, il y a eu la colonisation, mais la rencontre de la colonisation a été une rencontre essentiellement inégalitaire. Les musulmans étaient dominés. Et donc, là, il n'y a pas eu véritablement de rencontre dans l'égalité. Or, aujourd'hui, il doit y avoir une rencontre dans l'égalité entre deux civilisations qui doivent apprendre cette rencontre. Et alors, le problème, aujourd'hui, c'est que l'une des deux civilisations est en voie d'affaiblissement, de défiance de ses propres principes. Et de l'autre côté, ce n'est pas leur faire injure, c'est au contraire leur faire plutôt honneur. Il y a un islam qui prend de la force, qui s'exprime, qui aussi, n'ayant pas, excusez-moi, j'ajoute justement ça, n'ayant pas l'habitude de partager un espace commun avec d'autres, a tendance à vouloir régler la façon dont on parle de l'islam parmi nous. rencontre dans l'égalité permanente. Stéphane Vernet va reprendre juste après les infos de 9h30. À tout de suite. Écoute dans la nuit. Frédéric Join. Comment préparez-vous Noël chez vous ? Chaque année, Noël vient à la rencontre de nos vies, de nos familles, de nos cœurs. La nativité de notre Seigneur Jésus-Christ est un moment qui prend tout son sens si l'on prépare sa venue tout au long de l'Avent, dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos vies. Alors rejoignez-nous, pèlerins de la nuit, pour partager vos expériences, vos émotions, vos souvenirs, ce soir dans Écoute dans la nuit de 21h à 22h30. Avant même les premiers rayons du soleil, RCF et Radio Notre-Dame ouvrent leur antenne à la prière. Dans la prière du matin, l'évangile du jour est commenté par des chrétiens et des chrétiennes engagées. De précieux instants de méditation et de quiétude pour bien démarrer votre journée. La prière du matin, c'est 4 rendez-vous quotidiens dès 5h50. RCF et Radio Notre-Dame, parole d'auditeur. Je vous écoute du matin jusqu'au soir, et si je ne suis pas chez moi, je vous écoute sur mon portable. Vous aussi, soutenez votre radio par un don qui vous ouvre droit à une réduction fiscale de 66% de son montant. Pour en bénéficier, faites un don en ligne avant le 31 décembre sur don.rcfnotredame.fr.
Un point sur l'info à 9h30. Clara Bévilacqua, bonjour. Bonjour Louis. Emmanuel Macron s'exprime à l'occasion des 120 ans de la loi de 1905, loi de séparation des églises et de l'État. Il affirme que préserver la laïcité revient à préserver notre liberté à chacun et donc la liberté de tous. Le ministère de l'Éducation nationale a fait un bilan ce matin. Il y a eu 527 atteintes à la laïcité en octobre dernier. Des signalements pour contestation d'enseignement ou encore port de signes et tenues. Un chiffre en baisse. Jour de vérité pour Sébastien Lecornu en quête d'une majorité à l'Assemblée nationale. Le vote du budget de la sécurité sociale, c'est cet après-midi. Le Parti socialiste et le MoDem appellent à soutenir le texte, à l'inverse des Républicains et d'Horizon, le parti de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Selon lui, cette version n'est pas satisfaisante et puisqu'il n'est pas partisan du chaos, selon ses mots, il appelle ses députés à s'abstenir. La France Insoumise et le RN ont annoncé qu'ils voteraient contre. Le Rassemblement national, justement, qui relance un débat sensible. Le potentiel retour des maisons closes en France, fermées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le député RN Jean-Philippe Tanguy veut déposer une proposition de loi pour légaliser des établissements qui seraient tenus par les prostituées. L'idée selon lui est qu'elles ou qu'ils travaillent dans de bonnes conditions d'hygiène et de manière sécurisée, mais aussi de quoi mettre fin aux réseaux illégaux. L'Ukraine n'a ni le droit légal ni le droit moral de céder à la Russie une partie de ses territoires, déclaration de Volodymyr Zelensky hier soir, après la réunion à Londres avec ses alliés européens. Les dirigeants français, allemands et britanniques se montrent sceptiques face au plan de paix proposé par les États-Unis. Pour ce qui est de la météo, elle est toujours aussi douce. C'est à nouveau une journée aux températures anormalement élevées en ce 9 décembre avec une minimale ce matin entre 6 et 10 degrés. Et ça va bien grimper dans l'après-midi. On attend 15 à Rennes et à Strasbourg. Il fera 16 à Paris, Limoges et à Lyon. Comptez 18 degrés à Perpignan et à Ajaccio. Merci Clara Bévilacqua. Prochain point à 10h. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. La laïcité, 120 ans après la loi du 9 décembre 1905. Les choses ont tellement changé, nous dit Pierre Manant. Finalement, il y a une nouvelle donne aujourd'hui. C'est cette rencontre dans l'égalité entre deux ensembles humains, deux manières de vivre et de voir le monde que représente d'un côté une société européenne, française, d'où la laïcité est sortie. Finalement, nous avons sorti nos tripes, si je puis dire, en 1905, tripes spirituelles, en séparant les églises et l'État, pour que l'État ne commande plus à l'Église et que l'Église ne commande plus à l'État. Ça, c'est le volet français, si je puis dire. Et puis aujourd'hui, avec l'irruption d'une religion exogène arrivée récemment, eh bien, la nouvelle donne arrive et c'est cette rencontre dans l'égalité que nous vivons avec une certaine tension. D'autant, nous dit Pierre Manant, et nous disait Pierre Manant à l'instant, que nous avons un affaiblissement de notre propre logiciel, une forme de défiance par rapport à nos propres valeurs, alors que le monde islamique est dans une dynamique de croissance. Stéphane Vernet, comment vous positionnez-vous par rapport à cette analyse ? Est-ce que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure avec le tournant sécuritaire de la laïcité à partir des années 2000 ? Oui, alors, on parlait des années de l'émergence au début des années 2000, mais en fait, la bascule, elle se fait dans les années 80-90 avec l'éruption d'un certain islam. C'est-à-dire que l'islam est pluriel si vous voulez, je pense que ce qui est beaucoup plus composite que la chrétienté, que le catholicisme, enfin bon, bref. Mais si vous voulez, je pense que dans les années 80-90, en France, il y a aussi l'installation d'un certain nombre de communautés ou de courants qui, effectivement, ont un projet politique qui consiste aussi à se montrer, avoir des pratiques ostentatoires pour s'affirmer dans l'espace public, avec une volonté prosélyte de se développer. Ils profitent effectivement d'une faiblesse du religieux en France, chez nous, puisque la croyance dominante dans notre pays reste l'athéisme. Donc, en fait, si vous voulez, il y a un vide et l'envie de s'affirmer au sein de ce vide de manière structurée et qui génère en face, du côté de la République, je pense, une peur. La peur de voir s'affirmer, en fait, ou d'émerger un communautarisme, c'est-à-dire des courants de pensée, des courants politiques qui prétendent imposer au nom supérieur de leurs croyances, de leur religion, un certain nombre de valeurs ou de pratiques qui ne sont pas conformes avec les lois de la République. Et c'est pour ça que je parlais de bras de fer tout à l'heure. Mais juste, peut-être, moi je pense il me semble qu'il y a un sujet qui est intéressant dans l'affirmation de ces mouvements et leur développement, c'est qu'on assiste aussi à un renouveau du catholicisme et à une évolution. C'est un impact aussi
sur le catholicisme en France et sur les pratiques catholiques en France. Je veux dire, par exemple, il y a le retour des soutanes dans la rue. Moi, quand j'étais gamin, ça n'existait plus, en fait. Je veux dire, c'est quelque chose qui avait totalement disparu. Et on voit qu'il y a aussi, de la part de la communauté catholique, la volonté aussi de se réaffirmer dans l'espace public. Vous avez un renouveau catholique, vous avez beaucoup de jeunes qui redécouvrent la foi catholique, qui la réembrassent, et avec aussi la volonté de l'affirmer ou de la réaffirmer. Et je pense que, si vous voulez, c'est un des effets de bord ou un effet induit. Alors peut-être que je me trompe, encore une fois, moi je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, mais il me semble il faut voir ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a l'affirmation de courants politiques liés à l'islam en France, et le fait de se montrer et de s'afficher dans l'espace public, il me semble, a eu un certain nombre d'effets, d'impact et d'incidence. Un effet en retour, une rétroaction. Oui, un effet en retour. Oui, quelque part. Et je pense que ça, ce serait intéressant de l'étudier, de le mesurer et d'essayer de le comprendre. C'est-à-dire que Pierre Manant parlait tout à l'heure d'un organisme vivant qui se développe, et je pense que les communautés interagissent les unes avec les autres. Je voudrais avoir votre avis, Stéphane Vernès, sur le fait que Jean-Luc Mélenchon, qui a été récemment auditionné, se voit accusé de faire une sorte de favoriser l'entrisme d'un certain militantisme islamique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que lui qui vient du PS et de cette culture en fait laïque, d'une certaine façon, on ne peut pas lui reprocher de venir d'une autre culture. Que pensez-vous de son attitude par rapport à ce qui peut représenter une évolution de la République ? Alors, dans la commission d'enquête, il s'est défendu bec et ongles des accusations qui étaient portées contre lui, le fait de vouloir rechercher le vote musulman. L'électoralisme, etc. Voilà, les accusations d'antisémitisme. Il a été très clair, il s'est défendu sur toutes ces... Enfin, voilà, il a été particulièrement pugnace et très clair, à mon avis. Donc, il réfute toutes ces accusations. Après, force est de constater que son positionnement par rapport au principe de laïcité, moi, me semble-t-il, a évolué dans le temps. En fait, Jean-Luc Mélenchon était vraiment un laïcard absolu il y a encore quelques années. Et je trouve qu'il a mis de l'eau dans son vin, dans son discours et dans ses prises de position. Et il me semble, si vous voulez, que d'une manière générale, la France insoumise reste très laïque, parfaitement laïque, mais qu'elle a plutôt tendance à appliquer tous les principes de la laïcité et les pressions liées à la laïcité sur le vieil ennemi, entre guillemets, qui est le catholicisme et l'Église catholique. C'est votre avis permanent ? Je voudrais revenir... Bien sûr, il y a beaucoup de choses, donc n'hésitez pas. Sur le mot qu'a employé M. Vernet, sur le vide, en effet, je crois que c'est une notion très importante. Il y a un évidement de la vie européenne par l'abandon progressif, spontané dans la population des rites religieux catholiques, par exemple, les baptêmes, les mariages. Bon, les obsèques sont de moins en moins religieux. Mais aussi, il y a un vide voulu, dont les institutions européennes ont été largement les médiatrices. On abandonne la référence à des racines chrétiennes. Je ne sais pas si c'était la meilleure façon de formuler les choses, mais enfin, l'abandon en tout cas de cette référence est significatif, et on présente l'Europe comme un espace vide ouvert en quelque sorte à l'humanité. Qu'est-ce qui est le propre de l'Europe dans cette représentation idéologique ? L'Europe, c'est le commencement d'une humanité nouvelle, où viendront en quelque sorte s'installer librement toutes les formes de vie qui surgissent de la vie du monde, et l'Europe n'aura d'autre fonction en quelque sorte que de les accueillir et de leur permettre de se déployer telles qu'elles sont en toute liberté. Mais l'Europe n'est plus dans ce cas-là que le réceptacle des autres. Le respect de l'autre, chose en principe en lui-même tout à fait méritoire, mais le respect de l'autre est simplement en quelque sorte l'effacement total et là, il devient effacement total de soi. Donc, je pense que nous trouvons, d'une certaine façon, les religions chrétiennes, les confessions chrétiennes ont, je ne dirais pas accepté cette idée, mais enfin quand même, elles se sont de plus en plus rétractées. Elles ont été de plus en plus hésitantes dans la proposition de ce qui fait leur vie intérieure. L'Église catholique a une peine immense à se dire, à porter sa parole. Donc,
d'une part, les institutions religieuses chrétiennes, les confessions chrétiennes ont de plus en plus de peine à se dire, elles osent de moins en moins se dire, elles sont sous le commandement d'être le plus discret possible, car leur expression serait en quelque sorte par elle-même une sorte d'offense faite aux nouveaux venus. Et évidemment, les nouveaux venus qui partent d'une toute autre expérience, d'une toute autre forme de religion, n'ont aucune raison d'épouser cette discrétion extrême des confessions chrétiennes. Et donc, ils viennent, ils s'installent en réclamant, en quelque sorte, le respect fondamental que la religion musulmane reçoit dans les pays musulmans. Et d'où ce que j'évoquais tout à l'heure, la propension à régler la façon dont les non-musulmans parlent de l'islam dans nos pays. Donc là, il y a une grande difficulté d'accommodement réciproque. Mais encore une fois, j'admets que précisément ces accommodements qui m'est arrivé de recommander comportent le risque, en effet, d'une installation puissante et influente des mœurs musulmanes et de la religion musulmane dans nos pays. Cela pose évidemment un problème, mais en même temps, ces populations sont là. Donc, ce n'est que du travail des uns sur les autres que peut venir un accommodement positif, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas d'accommodement. Il y a une espèce d'influence croissante de l'islam que la laïcité est incapable d'ailleurs de penser, puisqu'elle suppose que la séparation suffit à tout, et que le reste de la société ne sait pas comment construire. Donc là, nous avons un travail très exigeant qui s'adresse aux uns et aux autres, et un travail que nous ne faisons pas, et si nous ne le faisons pas, nous risquons de nous trouver vraiment devant une autre sorte de séparation. C'est-à-dire une forme de sécession intérieure, en fait, un peu. D'incommunication, d'incommunicabilité entre des parties de la vie commune. Pierre Manant, Stéphane Vernet vient de Ouest France. Vous représentez Ouest France, qui est un élément clé dans la presse française, dans le paysage français du monde démocrate chrétien. Si on pense à Emmanuel Degré-Duloux, François-Régis Hutin, et cette culture qui a beaucoup imprégné l'ouest de la France. Quand vous disiez, Pierre Manant, tout à l'heure, discrétion, cette église qui peine à se dire, il y a eu des choix faits par l'église à travers le monde, enfin, la stratégie démocrate chrétienne qui a été un choix propre, qui était celui de la discrétion, justement, et de la fécondation du monde par une forme de discrétion, l'anti-prosélytisme. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ce qu'a dit Stéphane Vernet avec la réaffirmation du monde catholique, vous estimez qu'il faut rompre avec une culture de la discrétion? C'est ça que ça sous-tend? Non, vous posez une très bonne question, parce que ce que j'aime dans la laïcité à la française, c'est qu'elle permettait la présence de la religion, en l'occurrence de la religion catholique. Elle permettait sa présence et elle obligeait à la discrétion. Et je trouve que ça, c'est le bon équilibre. Présence-discrétion. Comme beaucoup de Français, j'ai toujours été choqué par la façon dont les hommes politiques américains se promènent avec leur religion sur leur manche. Pour le coup, on n'est pas du tout américain. Là, vraiment. Et mettent Dieu, si j'ose dire, et convoquent Dieu dans toutes les circonstances de leur vie publique et privée. Donc, non, je trouve que l'équilibre de ce qu'on a appelé à un moment la synthèse catholaïque était excellent. Voilà. Je peux dire, je suis plus âgé que vous, j'ai connu un âge d'or de la catholicité laïque, fin des années 50, début des années 60. Voilà. Mais aujourd'hui, évidemment, quand la discrétion devient embarras et consiste à longer les murs, et quand, à force de ne pas dire, on a perdu la capacité de dire, la question devient difficile. Comment retrouver une présence active, mais qui n'entame pas cette qualité de la vie publique que, en France, on peut ignorer la religion de son voisin. Moi, j'évoquais mon expérience. J'ai découvert très tardivement qu'un bon camarade, que je croyais, si j'ose dire,
athée comme tout le monde, eh bien, aller à la messe tous les dimanches. Au bout de 30 ans, je ne m'en étais pas rendu compte. Et alors, on peut dire que c'est trop, mais en même temps, je trouve que ça donnait une qualité à la vie publique dans son rapport à la religion que je craindrais de perdre. Mais en même temps, il faut bien que, s'agissant par exemple de la religion chrétienne et s'agissant de l'Église dont je suis membre, de l'Église catholique, il faut quand même qu'elle retrouve sa voie. Prendre acte d'une nouvelle situation, Stéphane Vernet, présence, discrétion, voilà l'équilibre qu'on avait atteint pour sortir du conflit, pour sortir des guerres de religion qui nous emmenaient à des choses absolument fratricides et épouvantables il y a certains siècles. Il y a des siècles en arrière, 8 conflits au XVIe siècle. Des choses épouvantables. On en est sorti par la langue française et par la laïcité. Et là, maintenant, on est dans une nouvelle donne. Alors, je voudrais dire juste 2 choses, peut-être, si vous me permettez. Vous avez évoqué Ouest France. Le journal qui a préexisté à Ouest France, c'est Ouest Éclair. Il a été fondé en 1899 à Rennes, l'année du procès de Dreyfus. C'est l'année où la France était au bord de la guerre civile. Et le projet de l'Ouest Éclair, au départ, vous avez cité Emmanuel Desgrès-Dulhoux, c'était un des fondateurs de Ouest Éclair, c'était de convaincre les catholiques de France d'adhérer aux valeurs de la République. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il nous manque un projet équivalent, peut-être aujourd'hui, contemporain, pour l'islam ou pour différentes religions. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se construit et qui s'accompagne. Et peut-être que ça manque aujourd'hui. Première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez, Monsieur Manant, vous avez parlé de l'Europe, le projet européen, en disant est-ce que le projet de l'Europe aujourd'hui, c'est d'accueillir le monde chez nous sans fixer de cadre ou de limites et vous avez évoqué les racines chrétiennes. Alors, moi, je rappelle qu'en fait, je voudrais rappeler qu'en réalité, tous nos voisins, dans leur constitution, font référence à Dieu. Et tous les États voisins de l'Union européenne et l'écrasante majorité des États dans le monde reconnaissent ou ont un rapport à la religion dans leur constitution. In God we trust, etc. Pas la France. Je vous ai cité l'article 1er de la Constitution. Nous, on a une Constitution qui est marquée par la laïcité. Il me semble qu'il y avait que 2 États au monde qui avaient cette spécificité, la France et l'Irak de Saddam Hussein. Mais voilà, peut-être qu'il y en a probablement d'autres, mais en tout cas, c'est vraiment une spécificité particulière. Et en 2005, on a eu tout le débat autour de la Constitution européenne. Faut-il doter l'Europe d'une Constitution dans laquelle Valéry Giscard d'Estaing voulait introduire une notion très simple qui consistait à reconnaître les racines chrétiennes de l'Europe. Et c'est nous, les Français, qui avons fait dérailler ce projet de Constitution. C'est-à-dire que le cadre aujourd'hui culturel qui nous manque, qui permettrait en fait, c'est aussi nous, les Français, qui l'avons fait avorter en fait. Donc on a été des contributeurs à ce vide. Moi, je pense, oui, en partie. C'est-à-dire que ça n'aurait probablement rien réglé, etc. Et ça n'aurait pas empêché d'eux. Mais à un moment, on a besoin aussi de réaffirmer nos valeurs et de les redéfinir. Et je trouve que ces dernières années, on ne cesse de tourner autour de ces questions. On ne cesse de tourner autour de ces questions dans le débat public. Quand on parle d'identité, quand on revient à la laïcité. Vous vous rendez compte on consacre aujourd'hui une émission d'1 heure à la question de la laïcité. Tout le monde parle de laïcité aujourd'hui parce qu'on fête le 120e anniversaire de la loi de 1905. Ce n'est pas le 100e anniversaire, ce n'est pas le 150e anniversaire, c'est le 100e anniversaire. 120e. Le 120e anniversaire. Normalement, la chose devrait être entendue, c'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est-à-dire que je pense que ça montre bien qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'on n'a pas réglé et qu'on n'arrive pas à dénouer autour de ces questions, encore aujourd'hui. Qui est apte à le dénouer, Pierre Manant, vous qui pensez le politique? Alors, si je le savais, j'aurais fait une autre carrière. Non, mais sur la démocratie chrétienne, il faut vraiment regretter qu'elle se soit aussi complètement estompée, parce qu'elle a joué un grand rôle positif dans l'histoire de l'Europe. Parce qu'après tout, l'Europe, après la Seconde Guerre mondiale,
s'est reconstruite largement grâce à la démocratie chrétienne. Bien sûr. En Allemagne et en Italie. Et en Italie, d'une certaine façon, la République et la démocratie italienne se sont formées grâce à la démocratie chrétienne italienne et grâce au Papy XII, n'est-ce pas, qui a joué un rôle considérable dans l'accréditation de la démocratie parmi les catholiques. De même en Allemagne et en France, plus brièvement, après tout, il y a eu aussi une présence active de la démocratie chrétienne, y compris parmi les premiers initiateurs de la construction européenne, qui, après tout, a commencé comme une affaire de la Rhénanie catholique, après tout, entre Schuman, Adenauer, puis ensuite De Gasperi en Italie. Bon, donc, et le syndicalisme catholique, l'action catholique, ont joué un grand rôle dans, je dirais, la sociabilité positive, une sociabilité positive instruite par l'Église qui effectivement, après le choc, ou face au choc de la Révolution française, a eu pendant tout le 19e siècle et au-delà une posture très défensive. Et avec la démocratie chrétienne, l'Église catholique est devenue contributeur positif net, si j'ose dire, à la vie collective. Et donc ça, c'est extrêmement précieux. Et là, je n'ai pas de conseil à donner à ceux qui restent de la démocratie chrétienne, mais il me semble qu'ils ont eu tort, d'effacer complètement le nom. Pourquoi effacer complètement le nom? Effacer le nom de quoi? De catholique, chrétien. Il y a des partis dont on dit qu'ils sont les héritiers de la démocratie chrétienne. Ah bon? C'est intéressant. Mais on les cherche un peu. Oui, mais alors précisément, est-ce que là, il n'y a pas des paroles rentrées qui devraient se déployer? Stéphane Vernet. Mais c'est intéressant, regardez en fait François Bayrou par exemple avec le MoDem, dans la période où il était Premier ministre, citait régulièrement par exemple Marc Sangnier, le Sillon, enfin voilà, vous pouvez faire référence à des grandes figures de la démocratie chrétienne. Je suis désolé, mais aujourd'hui, ça ne parle plus du tout au grand public, ça ne parle plus à personne en fait. Qu'est-ce qui parle en fait aujourd'hui, Stéphane Vernet? Alors non, mais là ça c'est un autre débat, c'est un autre sujet, mais aujourd'hui on est dans un espace politique qui est en train de se radicaliser en fait et qui se cristallise autour des émotions, des passions tristes comme dirait Emmanuel Macron. Mais enfin voilà, vous avez beaucoup de violences verbales et politiques, etc. On vit dans une société qui est en train de changer radicalement en fait. Vous avez aussi la prégnance, l'impact des réseaux sociaux, des nouvelles pratiques. Et moi, ce que je crains, si vous voulez, c'est qu'il y ait toute une mémoire, toute une histoire, toute une culture qui soit en train de s'effacer dans une société qui devient, qui voue un culte au présentisme, à l'instantanéité. Il y a plein de choses qui font qu'en fait, on regarde, on vit dans le présent, on regarde éventuellement vers l'avenir, le futur, mais mon propre futur, très individualiste, très individualisé. Et il me semble qu'il y a toute une culture, une mémoire qui est en train de s'effacer. Et je pense que c'est très dangereux, si vous voulez. Est-ce qu'à votre avis... C'est pas comme ça que vous pouvez construire quelque chose de fort et tangible. Est-ce qu'à votre avis, Stéphane Vernet, vous dites ça se radicalise, etc. Est-ce qu'à votre avis, la question est un peu sentencieuse, déclamatoire, mais est-ce qu'on va vers un choc des civilisations, hein? C'est-à-dire, en fait, l'incommunication, la laïcité qui est un outil du passé dont on ne sait pas très bien comment l'utiliser aujourd'hui, et des affirmations identitaires très fortes qui rejaillissent dans l'espace public et l'espace politique. Alors moi, je refuse de le croire, mais je pense que c'est un risque. Et en fait, on a besoin de gens de bonne volonté et qui soient capables de faire de créer du lien partout. Voilà. Et cette sociabilité positive. Ouais, mais le problème, c'est que j'insiste, aujourd'hui, on vit à un moment où, en fait, ces voix-là, de gens qui sont capables de faire la synthèse, de créer des ponts entre les communautés, d'encourager le dialogue, la compréhension mutuelle, ces voix-là, elles sont de moins en moins audibles et elles sont écrasées dans un bain culturel, politique, de débat public qui ne privilégie plus que l'émotion, l'affrontement, les tensions. Et je trouve qu'on vit quelque chose de vraiment dangereux.
Mais si vous voulez, le problème, c'est que si on commence à se mettre dans la posture de dire attention, on va vers un choc des civilisations, ça c'était Huntington, etc. Enfin, les thèses américaines du début des années 2000 qui ont fait long feu, ça c'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ces prédictions-là n'ont pas été suivies des faits, si vous voulez, on n'en est pas là. Mais le problème, c'est que se mettre dans cette logique-là d'affrontement et se préparer à une espèce de séparatisme, d'affrontement, je pense que potentiellement c'est dangereux. On fait monter une espèce de sauce qui au final ne peut qu'inciter à passer et à aller à l'affrontement. Je pense qu'il y a d'autres voies à rechercher, celle de l'apaisement, de la compréhension mutuelle, d'essayer de créer du commun. Et j'en reviens au sujet qui est le vôtre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'autour de la question, cette notion de la laïcité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'organise pour vivre ensemble en respectant et en laissant la liberté de conscience, de pratique, de culte, etc., et réussir à faire coexister tout ça, c'est un des points clés aujourd'hui. Pierre Manant ? Pour retrouver la confiance, il faut retrouver, je dirais, ce qui fait normalement la vie politique d'une nation démocratique, c'est-à-dire le gouvernement de soi par soi. Or, nous avons renoncé à cette idée-là. Nous pensons que la vie sociale consiste à appliquer des normes abstraites garanties par des juridictions. Et pendant ce temps, la société va à volo parce que les masses spirituelles qui la constituent ne savent plus comment se rapporter les unes aux autres, puisque au-dessus de nous, il y a ces normes que les juridictions impartiales... Le Léviathan. Que les juridictions dites impartiales sont censées imposer. Donc, je crois que nous avons une faible chance de retrouver du commun si nous acceptons que c'est à nous de nous gouverner nous-mêmes. Et c'est dans le cadre de la nation que nous formons que d'abord nous nous gouvernons nous-mêmes. Et sous-traiter, si j'ose dire, la règle commune à l'Union européenne ou à des institutions internationales ou à des valeurs abstraites, c'est la recette, en quelque sorte, pour continuer à s'abandonner à cette décomposition qui nous menace. Donc, acceptons les cartes qui nous sont données. Nous sommes encore une nation qui se reconnaît de moins en moins le droit de se gouverner elle-même, mais nous sommes quand même une nation. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous devons retrouver les voies du gouvernement de soi par soi, avec les conséquences que cet effort produira sur les uns et sur les autres. Si nous n'y parvenons pas... Eh bien, on va rester avec cette question en suspens. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Pierre Manant. Et merci Stéphane Vernet. Pierre Manant, ancien directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, membre fondateur de la revue Commentaire, auteur de Pascal et la proposition chrétienne chez Grasset, son dernier opus, et bien sûr politologue, philosophe. Merci Stéphane Vernet, éditorialiste à Ouest France. Bonjour Melchior Gormand. Bonjour Louis, bonjour à tous. On va parler de la laïcité, évidemment, dans un instant dont je pense donc j'agis. Chacun se fait un peu sa propre définition d'ailleurs. C'est l'occasion de donner la parole. On va vous donner la parole au 01 56 56 44 00 et puis on va surtout revenir sur cette loi de 1905 avec nos deux invités. À tout de suite. Et la communauté de Thésée vous propose Osez Dieu. 1 minute pour méditer avec les frères de Thésée ainsi que les personnes